Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle et de votre médecin. Intelligence artificielle et médecine, c'est une bonne association, on peut en douter ou pas, mais en tout cas, de plus en plus, la médecine est impactée par l'intelligence, parce qu'il faut savoir que le fonctionnement de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir vu beaucoup de cas, et ensuite de pouvoir déduire les solutions des cas précédents qu'ils ont vus. Donc l'intelligence artificielle, je le rappelle, n'invente rien, ce sont des matrices de données qui sont combinées et qui permettent de donner des résultats. Et donc plus on a fait de diagnostics en donnant les infos à une intelligence artificielle, plus elle est capable de donner le bon diagnostic de son côté. Donc ça, c'est pour la partie diagnostic, on va dire, intellectuelle, mais ça peut être aussi pour des examens mammaires, des examens de sang, des examens de scanner, des radios. En fait, si elle a vu beaucoup de radios, elle sait vous dire ce que vous avez en regardant une autre radio. Alors une grande partie de la médecine, c'est justement de voir un cas, de regarder des symptômes et puis de donner des diagnostics. Et ça, l'intelligence artificielle le fait très bien. Et donc, c'est une capacité, en fait, qui remet en cause un certain nombre de pratiques médicales. La question derrière peut être, est-ce que vous feriez confiance à un robot, une intelligence artificielle, un ordinateur en vrai, hein, puisque c'est un logiciel, tout ça, pour qu'il puisse vous donner la maladie que vous avez et puis le traitement qu'il faut vous donner, quel que soit le cas. Et ça, c'est quelque chose qui touche à l'éthique et à la décision. Et donc, dans ces cas-là, l'intelligence artificielle dans la médecine, comme par exemple dans les transports, hein, est-ce que vous voulez que l'intelligence artificielle privilégie de sauvegarder le bus ou de vous sauvegarder vous? C'est pas la même décision en cas d'incident. Et en fait, ça fait partie des mêmes débats. Alors le ministère de la Santé, il s'est emparé de ces questions, il se pose des questions parce que nous, le grand public aussi, on joue là-dessus, parce qu'aujourd'hui, vous-même, vous allez rechercher des informations sur des outils d'IA pour savoir ce que vous avez. Vous dites, voilà, j'ai ça, et l'IA, vous avez cette maladie-là. Et donc, vous arrivez chez le médecin et vous dites, je sais déjà ce que j'ai, il faut juste me prescrire les bons médicaments. Et même les médicaments peuvent être déjà donnés par l'intelligence artificielle. Et donc, est-ce que l'intelligence artificielle doit remplacer le médecin ou est-ce qu'elle doit assister le médecin? Et je parle de médecin, mais je parle du radiologue, je parle aussi quand vous avez passé un scanner, ou le dentiste, ou enfin n'importe quel métier de la santé. L'intelligence artificielle peut se suppléer aujourd'hui techniquement, hein, bien sûr, à ça, mais pour pratiquer le geste, hein, donc ils vont vous opérer, ou pratiquer un arrachage de dents, ou pratiquer autre chose, ou une radio, est-ce que vous voulez que ce soit l'ordinateur qui s'en occupe, ou est-ce que vous voulez que ce soit la personne qui a fait des études pour ça? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de cadre éthique clair, en fait, pour décider de la question que je viens de poser juste avant, c'est-à-dire est-ce que le médecin, enfin est-ce que l'intelligence artificielle peut se substituer au médecin, ou est-ce que le médecin reste responsable même s'il utilise une intelligence artificielle. Alors le ministère de la Santé va produire en 2025 un référentiel unique, justement, des actes et des critères de définition en fait, de toutes ces questions, pour que l'on puisse savoir dans quel cas en fait, l'intelligence artificielle est un assistant, dans quel cas elle est un outil de décision, dans quel cas elle est responsable, dans quel cas elle n'est pas responsable, ou est-ce que le médecin sera tout le temps responsable? Ça, c'est des vraies questions qui se posent pour vous, si jamais il y a un problème, parce que, encore une fois, l'intelligence artificielle n'est pas infaillible, elle se trompera autant que le modèle qui l'a alimenté s'est trompé lui-même. Autre préconisation aussi du ministère, c'est de former le corps médical à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas non plus qu'il y ait un biais de leur côté, c'est-à-dire qu'ils se reposent à fond là-dessus et qu'ils ne réfléchissent plus. On pourrait très bien dire j'y suis pour rien, c'est l'ordinateur qui avait dit ça, moi vous savez, je lui fais confiance, le programme a été conçu. Donc en fait, il faut qu'on puisse définir justement quel usage et jusqu'à quel usage ils pourront aller dans chacune de leurs activités. L'objectif est de former 140 000 praticiens du médical dans les années qui viennent. Alors il n'y a pas de date, donc bientôt on va dire, mais en tout cas ils ont prévu des budgets en fait pour former les gens à l'intelligence artificielle au niveau du corps médical. Le point clé du sujet de l'intelligence artificielle et de la médecine, c'est les données. Je l'ai dit au début, une intelligence artificielle, il faut l'entraîner. Donc vous l'entraînez, puis après, elle reconnaît et elle conclut à votre place. Et donc pour ça, il faut avoir des données de malades, il faut avoir des comptes rendus de malades, il faut avoir des radios, il faut avoir des examens, des résultats d'examen. Et donc ils utilisent les vôtres, ils utilisent les nôtres, ils utilisent les résultats d'examen qui sont déjà pratiqués. Et ça pose la question de déjà où sont stockées ces grosses bases de données, qui les utilise, est-ce que vous pouvez consentir ou pas à leur utilisation? Alors je vous dis tout de suite, vous n'avez pas le choix, puisque vous avez donné en fait ce droit d'office donc en France, et on ne pouvait pas le vendre non plus. Donc là, pour le coup, au moins que ça soit anonymisé. Et le problème que l'on a avec ces bases de données, on en a déjà eu plusieurs scandales dans les
passé récent, c'est qu'elles sont stockées sur des machines qui ne sont pas souveraines. C'est-à-dire que les organismes, les hôpitaux, soit ils sont chez Amazon, soit ils sont chez Azure, donc c'est Microsoft, soit ils sont chez des gens comme ça. Et donc, quelle confiance on peut avoir à ces sociétés américaines quand on voit ce qui se passe actuellement sur le fait que les données ne soient pas utilisées aussi pour entraîner des IA qui sont les leurs. Clairement, le ministère, il a posé le principe que l'IA va pas, genre je vais lire parce que c'est écrit exactement comme ça, l'IA ne va pas remplacer les médecins, mais créer une collaboration fructueuse où l'IA assiste les professionnels de santé. Donc en fait, l'IA est positionnée d'entrée comme un assistant et pas comme un médecin ou comme un équivalent. Et c'est important à savoir parce que dans leur usage aussi que les médecins devront faire, c'est un assistant. À la fin, ça veut dire que la décision leur vient, la responsabilité sera toujours la leur. C'est-à-dire un mauvais diagnostic, un mauvais examen, une mauvaise décision, c'est le médecin qui l'a prise. Alors vous savez, aujourd'hui on a un sujet, c'est l'accès aux soins, c'est-à-dire qu'il y a un énorme budget dans la santé, mais quand on veut se faire soigner, on trouve personne. Alors où va l'argent? C'est pas l'objet de la vidéo, mais en tout cas c'est une vraie question. Mais visiblement, ils pensent aussi que ça pourrait faciliter l'accès aux soins. Alors j'ai pas trop vu comment, mais en accélérant les rendez-vous, en accélérant l'administratif, etc., on va dire oui, mais comme de toute façon ils rajoutent tous les jours de nouveaux textes et de nouvelles contraintes, en fait ce qu'on va gagner en temps, comme ils vont voir que l'ordinateur peut le faire plus vite, ils vont rajouter des contraintes. Dans le cadre justement de la mise en œuvre de cette IA au service du médical, donc il y a le fameux plateforme de données de santé, dans le Health Data Hub. Alors bien sûr, on est en France, c'est en anglais, on va pas savoir pourquoi, mais bon, the Health Data Hub, donc le Data Hub de la santé, qui joue un rôle central dans le développement de l'IA. Donc c'est créé en 2019, en fait, il faut savoir, il y a 168 projets actuellement qui sont soutenus et 54% sont portés par les hôpitaux, 28% par des industriels et 40% de tous ces projets, c'est de l'intelligence artificielle. Pour vous donner des exemples, c'est pas mal sur la prévention, donc sur le dépistage du cancer du sein, grâce à l'IA, c'est-à-dire qu'une IA est capable de reconnaître le moindre petit point en fait qui apparaîtrait sur une mammographie. Donc ça, c'est très 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 utile et c'est très préventif. Détecter des crises de décompensation cardiaque aussi pour les gens qui ont des pacemakers, donc aussi sur les électrocardiogrammes, de pouvoir mettre de l'IA dessus qui va tout de suite détecter beaucoup plus vite que le médecin qui devra aller comprendre toutes les courbes si vous avez un problème cardiaque. Ça, c'est vraiment des outils d'accélération du diagnostic, de sécurisation du diagnostic compte tenu du nombre de données qu'un humain doit ingurgiter en peu de temps et de le faire aussi plus vite, éventuellement en un seul examen au lieu d'en faire plusieurs. Ça, c'est vraiment des projets très utiles dans le cadre de ce Health Data Hub. L'intelligence artificielle dans le cadre de la prévention, alors là on est dans le cadre médical, mais ça peut être dans le cadre individuel. L'intelligence artificielle aussi avec les montres connectées est capable, comme cette montre-là, de mesurer en permanence le sang, l'oxygène dans le sang, etc., les battements cardiaques, et éventuellement de déduire que, compte tenu de ce qu'elle a déjà vu, dans tant de temps vous allez avoir un problème parce qu'en fait elle détecte les mêmes symptômes que X cas qu'elle a déjà eu en utilisant les mêmes données. Et donc là on est dans ce cas-là de la prévention, donc pouvoir prédire un problème médical ou pouvoir anticiper une difficulté en utilisant l'intelligence artificielle. D'ici 2030, il y a 500 millions d'euros qui sont dédiés au projet de prévention médicale par l'intelligence artificielle. Enfin, 500 millions qui sont prévus, mais il n'y a que 50% qui auront des liens avec l'intelligence artificielle, donc ça fait 250 millions d'euros qui sont dédiés à la prévention par l'intelligence artificielle d'ici 2030. Alors est-ce que ça va rendre la médecine plus efficiente? Donc, je n'ai pas dit efficace, j'ai dit efficiente, donc de pouvoir utiliser mieux les ressources qu'on leur donne. Donc là, il y a des études qui sont lancées pour voir si l'IA va avoir cet impact-là, mais surtout structurer un modèle économique, parce que combien ça coûte en fait, parce que c'est pas gratuit, c'est-à-dire si on dit le médecin se fait aider par l'IA, est-ce que c'est le même prix ou est-ce que c'est plus cher? Et un médecin qui n'utilise pas l'IA, est-ce qu'il sera moins cher? Et ça, c'est une question, le modèle économique n'est pas posé. Bon, le modèle économique, il va être imposé par les sociétés éditeurs de logiciels et de matériel, parce que c'est là qui est le cœur du système, c'est pas les médecins en fait qui maintenant vont avoir la main, c'est les gens qui ont les données, donc ceux qui sont le data hub, et les gens qui ont les logiciels qui savent exploiter les données et qui ont développé les modèles prédictifs autour de l'IA. Le pouvoir va venir ici, le médecin, même si on dit qu'à la fin il décide, de toute façon c'est le logiciel qui va lui donner la décision. Dans cette année, en 2025, il y aura une commission qui va se monter pour évaluer combien ça coûte en fait l'IA, comment ça doit être facturé, comment justifier les financements. Il y a des sites pilotes qui vont être lancés sur ça, notamment sur les électrocardiogrammes qui accompagnent les médecins généralistes qui pourront en faire et avoir tout de suite l'interprétation de toutes les données qui sont collectées au moment de l'électrocardiogramme. Ça va accélérer aussi tout ça, la mise en place du dossier médical électronique au niveau européen, puisque si on veut avoir des données dans le Health Data Hub, il faut aller en prendre partout. Donc à chaque consultation, vous avez des examens, vous avez des données, vous avez des résultats. Tout ça, ça va être compilé, tout ça
ça va être traité. Et que vous le voyez ou pas, je répète encore une fois, c'est pas une question de consentement ici, parce que le consentement il est préempté, on va dire. Et donc vous aurez comme ça rien à dire, mais surtout vos données serviront à alimenter les modèles et à améliorer la prédiction par l'intelligence artificielle de tous les diagnostics. Alors quelques chiffres, j'aime bien factualiser un peu les choses. Donc sur l'accélération de la santé numérique, c'est 500 millions, je l'ai dit tout à l'heure, il y aura la moitié, ça sera de l'IA, donc 250 millions déjà, hop, pour l'intelligence artificielle. Soutien à l'intelligence artificielle dans les technologies d'imagerie médicale, c'est très important, et là il y a déjà des leaders en fait, avec des logiciels qui savent interpréter les images. Là c'est 90 millions d'euros qui vont être mis sur ce projet. Donc des appels à projets sur la santé autour de l'IA, 75 millions de plus. Ça c'est pour jouer un rôle un peu privé-public en fait autour de ça. Et il y a encore d'autres projets qui sont financés sur des plus petits montants qui vont permettre d'avoir des partenariats justement mixtes pour avoir un développement d'intelligence artificielle, soit au niveau des hôpitaux, soit au niveau de centres de recherche. Les montants que je viens d'évoquer peuvent paraître importants, mais au niveau mondial, en fait, c'est que dalle par rapport à ce qu'investissent les Américains, les Chinois dans le domaine de la santé. Il faut savoir que c'est un des plus gros business du monde, la santé, puisqu'on veut tous être en bonne santé, on est prêt à payer. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus que ici. Vous savez que la santé est très chère, donc l'argent va bien quelque part, donc elle va chez les industriels et chez le corps médical. Et donc les entreprises, les éditeurs de logiciels et les fournisseurs de matériel d'examen et de radiologie ont tout de suite vu le potentiel d'investir massivement dans l'intelligence artificielle pour aider les médecins, mais surtout éventuellement pouvoir avoir des diagnostics, c'est des autodiagnostics plus vite, mettre à disposition ça du grand public qui sera prêt à en acheter pas mal à des prix qui seront donnés par le marché. Pour le moment, vous avez vu que le marché n'a pas trop trouvé son modèle, mais le modèle il sera financier. La différence se fait toujours par l'argent, hein, quoi qu'il arrive. Et donc tout ça, c'est en train de se mettre en œuvre, c'est en train de se mettre en place. Donc une partie sur une partie recherche, une partie sur une partie pratique, donc là quand on est confronté à la maladie, et une partie sur la partie conception de systèmes, donc de systèmes experts, on va dire, avec intelligence artificielle, pour aider la décision, mais de très vite, ces systèmes vont suppléer le médecin, qu'on le veuille ou pas. Si on y accède directement, nous les particuliers, on acceptera ou pas de ne pas avoir un humain pour prendre une décision médicale, parce que un humain ne peut pas avoir vu tous les examens du monde, ne peut pas avoir vu tous les cas, et ne peut pas le faire en quelques minutes, de prendre une décision ou de donner un diagnostic. C'est pas humainement possible, en fait. Par contre, c'est matériellement possible pour une intelligence artificielle et pour un logiciel. Donc à partir de là, on voit tout de suite que la compétition dès le départ, on part pas avec les mêmes armes. C'est un peu comme les jeux d'échecs, hein. Au bout d'un moment, la machine, elle va gagner sur l'homme, quel que soit l'homme, parce qu'en fait, elle peut tout prévoir les cas à l'avance, et elle sait dès le début du jeu, en fait, comment ça va se terminer, puisque toutes les combinaisons peuvent être analysées en une seule fois. Donc ça fait partie, malheureusement, des contraintes qu'on va avoir au niveau médical, comme on les aura aussi au niveau des transports, hein, qui est un autre enjeu dans lequel beaucoup d'IA va rentrer aussi en ligne de compte, et dans lequel nous, on est assis derrière, et on veut savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui conduit, ou est-ce que c'est une machine, et quelle décision elle prendrait en cas de problème pour nous sauvegarder dans le cadre d'une prestation de transport. Tout ça, c'est des vastes questions qui se posent aujourd'hui, mais qui se posent à court terme. Donc c'est pour ça que là, les choses se passent en 2025, tout ce que j'ai décrit, parce que les outils sont quasi déjà là, ou même déjà utilisés, ou utilisés en sous-main. Et donc il faut créer une confiance et une éthique autour de ces solutions-là. Et c'est ce que le ministère de la Santé a pris à bras-le-corps. Et donc là, on ne peut que s'en féliciter. Et on verra bien les résultats quand ils auront donné leur décision dans quelques mois.